La croissance. Nos hommes politiques sont obsédés par la croissance et ça ne date pas d'hier. Et je le prouve. 1977, Valéry Giscard d'Estaing. Le progrès, c'est d'abord la croissance. 15 ans plus tard, François Mitterrand. Retourner à la croissance, c'est voir s'éloigner le chômage, toutes les formes de récession, de politique de rigueur. Outre-Atlantique, même son de cloche avec George Bush père. Il a dit « Growth is the friend of the environment ». La croissance est l'ami de l'environnement. Retour en France avec Jacques Chirac en 1996. La croissance, ce n'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire, elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Et en 2011, Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on libère les forces de croissance. L'année suivante, son remplaçant à l'Élysée, on remet une couche. Il a dit « Nous avons une obligation qui est de relever très rapidement les taux de croissance. » Et enfin, l'actuel locataire de l'Élysée, en 2019, nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance. Il a même dit en 2020, le choix de la décroissance n'est pas une réponse au défi climatique. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et d'abord, pourquoi manque-t-il d'imagination à ce point? La croissance, ce n'est plus une obsession, c'est carrément une religion. Encore l'église de la très sainte consommation, au nom du pèse, du fric et du saint crédit. Amen, ton pèse. Pourquoi manque-t-il d'imagination à ce point? Albert Jacquard a une réponse. Il a dit « La compétition sélectionne les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Nos hommes politiques sont le fruit d'une terrible compétition. Ils sont donc terriblement dangereux et dénués d'imagination. Et à cause d'eux, on passe à côté de sa vie à travailler trop et on détruit la planète. Un accident de voiture, ça fait du PIB, le fameux PIB. Couper un arbre aussi. Il est temps de changer un système qui compte la destruction de la planète comme de la création de richesse. Ce n'est pas un dangereux éco-terroriste qui a dit ça. C'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Plus proche de nous, l'astrophysicien Aurélien Barraud dit un peu la même chose. Il a dit « Tant que l'on nommera croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un espace commercial, fût-il neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. » C'est exactement ce qui s'est passé à Bagnolet, où on a expulsé 40 chèvres et le berger pour raser la bergerie, y compris 55 arbres, afin de construire une école en béton. Et c'est une mairie socialo-écolo qui a fait ça. La logique, c'est ZAN, Z-A-N. C'est pas un bonbon Haribo. Ça veut dire zéro artificialisation nette. On tue d'abord et on replante ensuite. Où cours-tu le hérisson? Tu ne risques rien. Si un bulldozer t'écrase, tu te réincarneras. C'est ça la logique des bétonneurs socialo-écolos. Parmi les hommes politiques, François Ruffin est l'exception qui confirme la règle. Il explique pourquoi la croissance. Il a dit « La croissance est un instrument qui permet de reporter à plus tard le besoin de redistribution. En fait, on n'a pas besoin que le gâteau soit plus gros, il peut être réparti immédiatement. » Voilà, maintenant on sait pourquoi la croissance. C'est pour ne pas avoir à lutter contre les inégalités, tout en ayant des miettes à distribuer aux pauvres, afin que la cocotte minute sociale n'explose pas. Il est temps de faire baisser la pression, en douceur, dans la cocotte minute, avec la décroissance. La décroissance, ce n'est pas le retour à la bougie. Assimiler la décroissance à la récession, parce que les deux provoquent une baisse de PIB, est aussi absurde que d'assimiler un régime à une amputation, parce que les deux provoquent une baisse de poids, comme a dit Thomas Wagner de bonpote.com. Attention, maintenant on va faire des maths. Jusque-là, ça va. Hein. CO2 égale CO2. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, 59 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 7,5 tonnes par habitant et par an. Mais en France, on est plutôt à 10 tonnes. Les 10% plus riches émettent même plus de 30 tonnes. Quant aux super riches, ils peuvent émettre 30 tonnes dans la journée avec leur jet privé. Et ne parlons pas du locataire de l'Élysée qui a émis 480 tonnes pour aller voir 2 000 matchs de foot au Qatar. Introduisons le PIB. Je peux faire ça parce que le PIB n'est pas nul. Sinon, il est de 84 000 milliards de dollars,
soit 11 000 $ par habitant et par an. Cette équation est une version simplifiée de l'équation de Ryoichi Kaya, un économiste japonais. Ça, c'est l'intensité carbone du PIB en grammes de CO2 par dollar. L'équation signifie que pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, je peux baisser le PIB et ou l'intensité carbone du PIB. Ben voilà, l'intensité carbone du PIB, c'est ça qu'il faut baisser. Donc voilà une idée qu'elle est bonne. On appelle ça le découplage, la croissance verte, le développement durable. Mais on ne peut y arriver que localement, en délocalisant les usines. À l'échelle du monde, c'est impossible, c'est prouvé. La seule façon de baisser durablement et efficacement les émissions de gaz à effet de serre, c'est de baisser le PIB. C'est la décroissance, produire moins et consommer moins. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. Non, des décroissants, il y en a plein. Et il y a l'astrophysicien Aurélien Barraud encore. Il a dit, la décroissance, je l'appelle de mes voeux, elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas ça qui est important dans nos vies. Il a dit aussi, la corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté. Et il y a la jeune et courageuse militante suédoise, Greta Thunberg aussi. Elle a dit, the only sensible thing to do is pull the emergency brake. C'est-à-dire, la seule chose sensée à faire est d'actionner le freinage d'urgence. Et il y a un freinage d'urgence? Oui, c'est la décroissance. Sortir de la roue de hamster, de la production et de la consommation. Non, il est temps de passer du PIB au BNB, le bonheur national brut, comme au Bhoutan. Parce que maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants, comme a dit Alain Damasio. De combien doit-on réduire le PIB? 5%? 10%? Des chiffres qui feraient blêmir n'importe quel ministre de l'économie, mais ils sont bien inférieurs aux besoins. Le neutralité carbone, c'est 2 tonnes par habitant et par an, et on est à 7,5. On doit donc diviser par presque 4, moins 70%. C'est ça l'ordre de grandeur. Et il y a une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que moins 70% peut nous faire tomber sur un temps de travail de 10 heures par semaine. Y a-t-il une autre option? Oui, il y a une autre option. Introduisons la population. 8 milliards d'habitants. Ça, c'est le revenu par habitant. L'équation signifie maintenant que pour baisser l'émission de gaz à effet de serre, je peux baisser l'intensité carbone du PIB, et ou le revenu par habitant, et ou la population. Chef, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais on ne veut pas changer de mode de vie. La bagnole, l'avion, une bonne côte de bœuf, Netflix, l'iPhone Z, travailler comme un fou, tout ça on veut continuer. Une bonne pandémie peut-être. Je dis ça, je dis rien. Si je dis que d'après l'ONG Oxfam, les 10% plus riches de la planète émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et les 1% plus riches émettent même 2 fois plus que les 50% plus pauvres. Bref, le problème, ce ne sont pas les familles de 5 enfants en Inde ou en Afrique. Non, le problème, ce sont les voitures des riches et les jets privés des super riches. Si on doit baisser la population, nous ne trouvons pas de cible. Commençons même par les super riches.